que nos proches nous laissent quand ils nous quittent. Certains laissent une maison, certains des livres, d'autres des peintures ou des signatures visibles dans les édifices. Khéops a laissé pour l'éternité une pyramide qui réunit toutes les connaissances et le savoir des Égyptiens. La chair sans âme est inerte et il doit retourner dans la nature. L'esprit et la mémoire continuent. La pyramide était un chemin pour l'âme du roi afin qu'elle parte dans les cieux et l'au-delà. Plus la pyramide était grande, plus le roi pouvait partir loin et retrouver sa place méritée. C'est pour cette raison que les tunnels devaient parfaitement être alignés avec les étoiles. Ce n'était pas un caprice du roi, mais une croyance. La signification de cette architecture interne, c'est le Djed, la résurrection. L'ordre, la paix, le Djed et Noun ont façonné la race humaine et l'univers. Toutes les pyramides sont construites à l'ouest du Nil. Une autre preuve de ces croyances religieuses égyptiennes. La pyramide est bien un cénotaphe pour l'âme. Un monument spirituel où le maître, la constante royale, le pi, le nombre d'or, la chimie, le temps, les mathématiques, l'astronomie sont inscrites. Un souvenir pour les générations à venir. Mais remontons quelques années en arrière. Encore un peu plus loin, quand les Égyptiens s'installèrent sur les bords du Nil. Bien avant, ils découvrent la numérotation. Ils partent du simple principe de 1 à 10 en comptant les doigts de la main. Ensuite, ils comptent les doigts des pieds, plus 10, et ainsi s'approprient la numérotation 10 par 10 par 10. C'est le même système que l'on utilise de nos jours. Après le langage, la numérotation est la deuxième chose que l'humanité a apprise, bien avant l'écriture. La numérotation par 10 est pour les humains la première porte d'entrée de la compréhension scientifique de l'environnement. C'est une sorte de pont entre le primitif et l'intelligence. Les Égyptiens observent que l'année est faite de 365 jours plus 1. Ils la découpent en 3 saisons de 4 mois, donc 12 mois. Les saisons s'appelaient inondation, germination et récolte. Au fil des années, ils observaient un phénomène étrange. Chaque année en été, durant une journée précise, le 14 juillet, une étoile, la plus brillante, se levait avec le soleil et quelques minutes plus tard, elle disparaissait dans la lumière. Le même jour, le Nil inondait les champs. Les crues étaient fertiles, indispensables à la vie pour produire la nourriture. Les Égyptiens ont divinisé cette étoile et l'ont appelée Sobdé ou Septi. C'est l'étoile qui annonçait les crues du Nil. Aujourd'hui, on l'appelle Sirius. Ce phénomène s'appelle la levée helladique du Sirius. C'est le premier jour de l'année égyptienne. S'en suivaient 5 jours de fête. Le Nil apportait le limon indispensable aux cultures. C'est pour cette raison que cette étoile était sacrée pour eux. Les terres étaient inondées pendant 3 à 4 mois consécutifs. Le travail dans les champs s'arrêtait, alors les Égyptiens remontaient dans les collines pour avoir les pieds au sec. Voilà, c'était parti pour 3 mois de vacances. Et ce fut ainsi pendant des milliers d'années, année après année. Cet épisode est occulté et n'est pas expliqué par les égyptologues. Ils ne parlent pas du tout des crues du Nil. Un esprit naïf se demande tout de suite, mais que faisaient-ils pendant 3 à 4 mois s'ils ne pouvaient pas cultiver les champs? Les Égyptiens vont faire 3 choses durant ces 3 à 4 mois de vacances. Observer, mesurer et tout noter. Dès le retour du Nil dans son lit, un gros problème avait surgi. Les limitations des champs avaient disparu. Il fallait alors retracer les limites des champs de chaque paysan et commencer à semer au plus vite. Et il fallait les retracer correctement pour éviter les disputes. Ainsi, les Égyptiens commencèrent à tracer des lignes droites, des rectangles, des carrés, des diagonales, des cercles et des triangles avec des fils et des bâtons. Tout était noté sur des papyrus. Ce fut le début de la géométrie. Ils comprirent un fonctionnement fondamental de la nature. Tout est fractionné ou assemblé en petites unités égales.
Cette constatation va leur servir tout au long de leur découverte. Il leur fallait aussi une unité de mesure pour bien délimiter les parcelles. C'est bien de faire de la géométrie, mais il faut mesurer les lignes. Ils pensent au pied du roi. La longueur du pied du roi peut être utilisée comme étalon. Cet étalon sera multiplié et distribué dans tout le royaume. Ils essayèrent les pieds, les bras, les jambes, les coudes du roi, mais il y avait un problème. Cette unité n'était pas fixe. Le problème était réglé pendant son règne, mais tous les rois n'avaient pas la même taille. Le roi suivant voudrait sûrement qu'on utilise son pied ou son coude par jalousie. Dans les collines, en attendant le recul du Nil, les Égyptiens réfléchissaient et cherchaient une solution au problème. Il fallait que cette unité de mesure ait une longueur fixe dans le temps, si possible, qu'elle ne change jamais. Ils observèrent la taille de différents végétaux, celle des fruits, des graines, tout objet y passa. Mais tous ces objets n'avaient pas de taille fixe. Par exemple, si on arrosait bien une graine, l'année suivante, sa taille changeait. Et sur des longues distances, la différence devenait vite importante. Tout d'un coup, ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui, l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Du bas Nil jusqu'au haut Nil, les gouttes avaient la même taille. Ils remarquèrent que la taille de la goutte d'eau ne changeait pas année après année. C'est génial. Les Égyptiens ont trouvé l'unité unique. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme du granit ou de l'alabastre, est constant. Il mesure 1 centimètre. Aujourd'hui, une vidéo incroyable dans laquelle vous allez plonger au cœur de la première étape du projet Serapeum. Donc ça c'est l'arête N sur le schéma. Est-ce que les Égyptiens connaissaient le mètre ou pas? J'en sais rien. En plus t'as vérifié la mesure, hein, tu l'as mesuré 2 fois. Je double toutes les mesures à chaque fois. Ok. Donc là, on est 1 mètre. 1,000 mètres. 1 mètre pile mesuré au laser 2 fois de suite. Ils vont nommer cette petite unité doigt royal. 10 gouttes d'eau, soit 10 doigts royaux, égale une main royale. 100 gouttes d'eau, donc 100 doigts royaux, ou 10 mains royales, égale une jambe royale. Des siècles plus tard, on sortira ces découvertes des coffres secrets et on les renommera différemment. Le doigt royal sera appelé le centimètre, la main royale le décimètre et la jambe royale le mètre. On les présentera comme des découvertes récentes et on se les appropriera made in France. Le diamètre de la goutte d'eau douce mesure ce qu'on appelle aujourd'hui 1 centimètre. L'eau est une constante universelle. La taille de la goutte d'eau douce ne changera jamais pendant des milliers et des millions d'années. Oui, l'unité universelle, le mètre, n'a pas été inventée en 1780, mais elle fut découverte par les Égyptiens il y a des millénaires. Le mètre est une unité universelle parce qu'elle est mesurée sur l'eau. L'eau est la seule matière qui soit stable. Tous les autres matériaux ou objets sont difficiles à mesurer ou alors ils varient dans le temps. L'architecture de l'univers entier est construite sur cette unité. Sur le mètre, cette unité immuable, ont été définies les 6 unités fondamentales de la physique et de la chimie d'aujourd'hui. L'ampère, le Celsius, la mole, la candela, la seconde et le kilogramme. Donc, tout. Maintenant que les Égyptiens ont découvert le mètre, ils peuvent tracer les parcelles sans problème. Avec le mètre, ils vont tout mesurer et tout noter. Ils prennent un disque de diamètre d'une jambe royale et l'entourent d'un fil. Ils déroulent le fil et le mesurent. Le périmètre du disque fait 3 jambes royales et 14 doigts royaux.
soit 314 doigts royaux. Un disque de diamètre 10 déroulé correspond à 31 unités et à 4 sous-unités. Un disque de diamètre 1 correspond à 3 unités et à 14 sous-unités. Un chiffre ressort à chaque fois. 314, 31,4, 3,14. Il pense que ce chiffre est important. Ce chiffre, c'est le pi, 3,14. Les Égyptiens connaissaient avec précision le pi bien avant Archimède. De cette expérience, ils vont aussi déduire le système décimal. Ils découpent le disque en 6, le mesurent sur la jambe royale, le mètre. Ils obtiennent le chiffre 52 cm et 36 sous-unités, millimètres. Ils le notent et pensent que ceci est important. Au fil de leurs observations, ils constatent que le volume d'une sphère représente 52,36% du volume d'un cube. À chaque fois que le volume du cube et de la sphère augmente proportionnellement, ce chiffre ne varie pas. Ils viennent de découvrir l'une des constantes universelles les plus importantes gardées secrètes, le 52,36. Par 2 fois, dans les volumes et dans les formes, ce chiffre est partout. Ils ont conclu que ce chiffre est sacré. Les Égyptiens avaient découvert le chiffre 52,36, qui est une constante universelle comme le pi et le phi. Le 52,36 est une constante universelle importante, plus que le pi et le nombre d'or, puisqu'elle relie l'espace en 2D avec celui de la 3D. Maintenant, comment utiliser ce chiffre unique? Ils posèrent un bâton sur la jambe royale, le mètre, qui est divisé en 100 unités. Ils coupèrent le bâton pour qu'il fasse 52 doigts royaux et 36 sous-unités. La coudée royale était née. La coudée royale vaut 52,36 gouttes d'eau, c'est-à-dire 52,36 cm. À partir de ce moment-là, toute l'Égypte aura pour étalon une constante universelle, la constante royale. La coudée royale égyptienne, telle qu'elle est présentée dans les musées, 28 doigts ou 7 paumes, est incompréhensible. Elle est déguisée de façon à ce que le peuple ne comprenne pas l'origine de cette coudée. Peu importe qui a déguisé la coudée, mais quand on la pose sur un mètre, elle affiche 52 cm et 36 mm. Elle devient une constante universelle. Elle prend tout son sens. Ils inventent une autre mesure, la moitié du mètre moins 5 mm, appelée la coudée royale babylonienne. Ils utiliseront ces 2 étalons, et le mètre restera caché. C'est pour cette raison que l'on retrouve partout le mètre dans la Grande Pyramide, puisque la coudée royale est graduée sur le mètre. Toute autre unité, le yard, le pouce, le mille marin, le pica, le pied, sont tous étalonnés arbitrairement ou gradués sur le mètre. Il n'y a rien d'universel ou d'invariable dans la nature qui mesure 1 pouce, 1 yard ou 1 mille. Empiriquement, les Égyptiens vont aussi découvrir le nombre d'or. Ils raisonnent ainsi. Puisque les dieux ont utilisé ces chiffres sacrés partout dans la nature, pour que nous restions nous-mêmes reliés à la nature, nous devons les intégrer dans nos constructions et faire comme les dieux. Un raisonnement simple, mais de génie. Des principes sacrés. Les Égyptiens intégreront partout les constantes universelles. Pi, le nombre d'or, la constante royale, toute la panoplie de la géométrie sacrée avec le mètre. Les Égyptiens connaissaient la suite de Fibonacci en nombre d'or des milliers d'années avant lui et l'ont appelée la suite d'addition. Le temple de Képhren, le temple d'Edfu, le palace d'Akhénaton sont construits avec le rectangle d'or. Voici la parade de la suite de Fibonacci il y a 3700 ans.